Le téléphone était un animal mort-né, aussi dénué de vie que mon âme. Je reposai le combiné et repensai au visage de Jacob quand il avait donné des coups de volant sur la route. Je revis la blancheur des phares qui fonçaient sur nous à l'aveuglette et refermai les yeux, attendant l'impact de la collision. Mon mari était toujours quelque part dans les environs. Jamais il ne m'aurait laissé geler sur place. Jamais. En étais-je si sûr? Un beau window derrière la table de la cuisine donnait sur le paysage. Je me représentais des couples malheureux, fragiles, assis là devant des cafés et des assiettes de cookies, tout juste sortis du four, rebâtissant leur mariage repas après repas, ou tentant de le rebâtir. Je dirigeai ma lampe de poche vers la fenêtre et eus un hoquet de surprise en voyant la hauteur des tas de neige. Des flocons épais de la taille d'un poing d'enfant tombaient drus à un rythme rapide et les branches fléchissaient sous leur poids. Sur la table étaient posés Tupperware, ronds du type de ceux qu'emportaient les enfants, remplis de bons pop-corn maison. Quand ils avaient obtenu la permission de s'endormir tard. C'était Jacob qui cuisait le maïs avec des pops retentissants. Rebecca qui versait le beurre et Justin et David qui guettaient avec le sel, le plus souvent assez pour faire monter leur tension artérielle de 2 crans. Riant, se bousculant, ils allaient s'installer dans l'ancienne salle de séjour, à l'arrière de la maison, où ils regardaient sur le grand téléviseur quelques nouveautés des studios Pixar ou l'un des vieux films d'horreur que Jacob prenait plaisir à leur faire découvrir, un Frankenstein, un Dracula ou encore le loup-garou. Je pris ce bol en plastique, ouvris une porte sur le côté de la maison et, sans réfléchir, sortis sous la véranda, en chaussettes. Là aussi, il y avait de quoi s'asseoir. Plusieurs tables entourées de chaises. Je remplis le bol avec un peu de la neige tombée sur l'une de ces tables, la tassai jusqu'à ce qu'il déborde. Levant les yeux, je vis de la lumière à l'étage, un rideau bouger. Puis plus rien, à part l'immobilité de la nuit et la chute lourde et régulière des énormes flocons blancs. Quand je revins, Jay m'attendait à la porte. « Vous n'avez pas oublié quelque chose ?» demanda-t-il avec un petit rire, baissant les yeux sur mes pieds. Ni remontrance, ni moquerie, rien qu'une constatation amicale d'un fait objectif. Il me prit le bol des mains et le posa sur la table, et je lui tendis mes chaussettes mouillées. Quelques instants plus tard, nous nous retrouvâmes au salon où il entra avec une autre paire. Quand j'eus frictionné mes pieds et l'eus enfilé, je sentis de nouveau mes orteils. La cheminée me réchauffait et j'étais prête pour une autre escapade. Je pris le deuxième poêlon et y versai le bol de neige, en totalité car je ne voulais rien manquer, aucune vision, ni sortir de la brume trop vite. La première fois, la neige a puisé dans mon passé et dans mes expériences. Comment pourra-t-elle connaître la réalité du présent? Le visage de G reflétait les couleurs du feu, orangée, intense, émouvante. La neige vous montrera ce qui est. Elle couvre la vérité, puis la révèle. Alors, vous ne savez pas non plus comment elle agit. Tout ce que je sais, c'est que la méthode n'a jamais échoué depuis de nombreuses années que je l'utilise. Je saisis le poêlon par son manche pour l'approcher des flammes, après lui avoir demandé « De quoi souffre votre femme? Pourquoi ne descend-elle pas ?» Croyez-moi, si elle le pouvait, elle serait à nos côtés. Mais elle est arrivée à un stade de sa vie où elle ne le peut plus. J'aurais voulu lui poser d'autres questions. Depuis combien de temps était-il marié? Depuis combien de temps
devait-il veiller sur elle? Et combien de personnes avaient fait la même expérience que moi sous sa conduite? Mais la curiosité l'emporta et je tins le poêlon doré au-dessus du feu. Je fermai les yeux tandis que la brume s'élevait, le pouvoir de la neige m'enveloppait. Tout à l'heure, c'était au son d'une musique que j'avais été conduite sur le seuil de mon passé. Cette fois, j'entendis une voix crachoter dans un haut-parleur. Dans un bulletin météo menaçant, elle parlait d'une tempête de neige qui avait pris la région par surprise. Un point route, tout aussi alarmant, signalait des automobilistes coincés dans leur voiture et recommandait de ne pas sortir de chez soi. « Chut !» dit Rebecca. Elle était dans le salon avec ses frères et tous étaient blottis sous une couverture arrachée à notre lit. « Si nous regardions un film, suggéra David. « Il n'y a pas d'électricité, gros malin, le rabroua Justine. C'est pour ça que nous ne pourrons pas allumer la lumière. Alors, pourquoi entendons-nous la radio? Parce qu'elle marche avec des piles, évidemment. Ce que tu peux être bête. Silence, fit Rebecca. Elle approcha la radio et monta le volume. Le journaliste énonça la liste des routes fermées à la circulation et parla de plusieurs accidents. Quand son portable sonna, elle le tira de sa poche. « C'est toi, maman ?» demanda-t-elle. « Non, chérie, c'est ta tante Suzanne. Dis-moi, tu as des nouvelles de tes parents ? » « Pas encore, et nous n'avons plus de courant. » Je m'en doutais. J'essaie d'appeler sur le fixe depuis tout à l'heure. Rebecca se leva du sofa et s'éloigna suffisamment pour ne pas être entendue des garçons qui se bagarraient pour de faux à coups de coussin. Tante Suzanne, dit-elle à mi-voix, je ne devrais pas te le dire, mais j'ai peur. Allons, allons, ton père est un très bon conducteur. Ils sont probablement quelque part où il n'y a pas de réseau et ce n'est pas de ça que je parle. Bien sûr que je suis un peu inquiète pour eux avec toute cette neige, mais ce dont j'ai vraiment peur, c'est qu'il se passe quelque chose de très grave. Il y avait une lettre sur le bureau de papa, une lettre d'un avocat. Comme l'enveloppe était ouverte, je l'ai lue. Oh, Rebecca, je suis navrée. Mais je suis sûr que tout s'arrangera. Non, parce que la lettre parle de divorce, de papiers qu'ils doivent signer et de leur entente pour se partager les choses. Il y a beaucoup de mots que je n'ai pas compris, mais apparemment, c'est une affaire conclue. Tu es au courant? Chérie, dit Suzanne, si je le pouvais, je prendrais ma voiture et je te rejoindrais tout de suite. Je suis sincèrement navré. J'ai beaucoup prié pour tes parents. Je savais que ça n'allait pas entre eux. Ce que je ne savais pas, c'est qu'ils s'étaient adressés à un avocat. Des larmes coulaient sur le visage de Rebecca. « Pourquoi ont-ils décidé ça ?» demanda-t-elle d'une voix entrecoupée. De nouveau un moment de silence. « Mon cœur, il faut que tu tiennes bon parce qu'il y a tes deux petits frères. Garde courage au moins ce soir et nous reparlerons de cela. Tu comprends? » Entendre ma sœur parler ainsi à ma fille me fit frissonner. Nous n'avions jamais été proches, mais je sentais que ces paroles réconfortaient Rebecca. Suzanne se comportait en mère. Elle agissait à ma place, apportant à ma fille le soutien moral que moi-même j'étais incapable de lui prodiguer. Les garçons faisaient un raffut terrible. David arriva en courant, la couverture autour de ses épaules. Du pied, il se cogna contre le chambranle de la porte et s'écroula. « Justine !» cria Rebecca. « Je n'ai rien fait. Il faut que je te laisse, tante Suzanne. Appelle-moi si tu as des nouvelles. Promis. Sache que nous prions pour vous. Merci. » Rebecca raccrocha et alla prendre David dans ses bras avant de le ramener au salon. « Ce soir, il va falloir que nous nous débrouillions tout seuls. Papa et maman sont bloqués quelque part. »« Ils vont bien ?» demanda David en reniflant.
Son évidente inquiétude ne manqua pas de me serrer le cœur. « Je suis sûre que oui, répondit Rebecca. Ils ne peuvent pas téléphoner pour le moment. Le mieux, c'est que nous restions ensemble. Nous allons monter prendre des couvertures. Nous nous ferons une tente ici dans le salon. C'est le meilleur moyen de ne pas avoir froid. » « Chouette, s'écria Justine. « Mais, et le Père Noël, dit David. Si nous restons dans cette pièce, je suis sûr qu'il ne viendra pas. » Justine ricana, mais Rebecca l'ignora. Elle prit la même voix que moi pour s'adresser à notre cadet. « Oh, pour le Père Noël, peu importe que nous soyons là, du moment que nous sommes endormis. Mais l'arbre de Noël pour laisser les cadeaux au-dessous. Il le verra comment, sans lumière ?» Justine leva les yeux au ciel. « Ce vieux barbu rend visite à toutes les maisons de la terre. Il descend par la cheminée. Et tu t'inquiètes à cause d'une coupure d'électricité ?» Sa sœur prit une lampe de poche, l'alluma et la tendit à David. « Laissons-lui ça, et il verra très bien. Maintenant, montez chercher vos couvertures et dépêchez-vous. Je ne veux pas de bagarre. Faites attention aux marches quand vous redescendrez. » Les deux garçons disparurent en un éclair. Rebecca ouvrit la liste de contacts sur son portable, choisit mon numéro et celui de Jacob et nous envoya un texto. « Nous allons bien tous les trois. Où que vous soyez, prenez soin de vous. » Elle pressa la touche envoi, puis referma son téléphone. Elle regarda ensuite un moment par la fenêtre. La route couverte de neige et de nouvelles larmes lui montèrent aux yeux avant de rouler sur ses joues. Elle les essuya en toute hâte du revers de la main quand les garçons revinrent en titubant, chargés de leur couverture. Je me détournai de la scène, accablé d'avoir vu quelle était son émotion, mais aussi son courage et sa résolution. J'aurais voulu appeler du secours, écrire un message à la fenêtre ou sortir sous la neige en courant, mais tout cela n'aurait servi à rien. Le mur du silence nocturne était infranchissable. Quand je regardais de nouveau, Rebecca n'était plus là. Ce que je voyais, c'était mes parents, endimanchés, assis l'un à côté de l'autre pour une vigile de Noël dans leur maison de retraite. Il y avait peut-être 20 personnes dans la chapelle, toutes vêtues de rouge ou de vert criard. Quand le pasteur, en pantalon kaki et polo blanc, demanda s'il y avait des intentions de prière, plusieurs mains se levèrent. Ma mère, qui tenait des mouchoirs en papier froissé, la leva quand il demanda ensuite s'il y avait des prières que certains voulaient garder pour eux. Il hocha la tête d'un air entendu en la regardant. Elle porta un mouchoir à son visage. Mon père lui passa un bras autour des épaules, la serrant contre lui. L'idée ne m'en était pas venue jusqu'à cet instant. Mais puisque je voyais apparemment les choses en temps réel, peut-être serais-je aussi en mesure de retrouver Jacob. Je fixai de nouveau le petit poêlon brillant, le secouai un peu et quelques gouttes de neige fondues s'en échappèrent pour s'évaporer sur une bûche. « Faites attention, dit Jay. » Je m'efforçai de rester concentré sur la vapeur qui s'élevait jusqu'à ce qu'un bâtiment apparaisse. À travers la neige et les vitres embuées, je vis un homme faire les 100 pas dans un cabinet bourré de livres et de dossiers. Sur son bureau étaient étalées de minces piles de feuilles avec des post-it au bas des pages qui disaient « Signé ici ». Il jeta un coup d'œil à sa montre, puis prit son téléphone et composa un numéro. « Ce n'est pas ce que je veux voir. Je voudrais savoir où est mon mari. » N'essayez pas de contrôler ce qui se passe. Pour comprendre, il suffit d'observer. La scène suivante me montra l'intérieur de la maison de ma sœur. Son mari et elle étaient dans leur chambre, entourés de cadeaux et de papiers cadeaux au motif de Noël, agenouillés, plongés dans la prière. Pour nous, pour notre mariage, à la fois leçon d'humilité et humiliation. Des gens vous aiment et se soucient de vous, dit la voix de Jay près de moi. Le regard à nouveau absorbé par la brume, alors que l'eau bouillait et formait
une couche d'écume, j'approchai d'une autre maison. Dans celle-là, il y avait peu de livres et un sol en linoléum. Devant un ordinateur posé sur une table de fortune, une planche en contreplaqué sur 2 tréteaux, je distinguai une silhouette masculine. Quelque part, un téléviseur était branché sur un match de football. J'entendais brailler les commentateurs. Une bière dans une main, sa souris dans l'autre, l'homme naviguait sur Facebook. Je fermai les yeux. « Vous le connaissez ?» me demanda Jay. « À peine, c'était un copain au lycée. »« Vous avez repris contact, pas vrai ?»« Oui, seulement en ligne. Une relation sans importance. J'ai vu sa photo sur Facebook et l'ai ajoutée à ma liste de contacts. » Plus nous nous attardions dans la maison d'Eric, qui tapait maintenant un message avec 2 doigts, plus Jay semblait s'intéresser à lui, et plus je me sentais mal à l'aise. J'écartai le poêlon du feu, mais la main du vieil homme se posa sur la mienne, et avec beaucoup de douceur, il me força à replacer le récipient au-dessus des flammes. « Salut ma belle, je te souhaite une veille de Noël heureuse et bien au chaud malgré la neige. J'espère surtout que tout se passera bien avec les enfants et que des temps un peu plus gais t'attendent. Je t'embrasse, Eric. » Il n'avait pas de très bonnes notes en informatique, plaisantai-je. Jay restait concentré sur l'image. Il ne vous écrit pas comme un copain d'autrefois, observa-t-il. Nous avons correspondu de temps en temps au cours des derniers mois, reconnus d'une voix un peu blanche. Vous êtes sortis ensemble à l'époque du lycée. Un peu comme 2 gamins. Pourtant, vous l'avez recontacté. Ah, j'ai beaucoup d'amis sur Facebook. Combien d'entre eux vous envoient des messages la veille de Noël, le jour de votre anniversaire de mariage, alors que vous allez signer les papiers de votre divorce? Je préférais ne rien répondre. Je regardais Eric froisser sa canette de bière dans sa main puissante et la jeter à la corbeille, puis en prendre une autre dans le petit réfrigérateur branché à côté de sa table. « Vous vous êtes revus ?» demanda Jay. « Oui, une fois lors d'une réunion d'anciens, une rencontre très innocente. Je pense que c'est par simple gentillesse qu'il se souvient de moi et qu'il m'écrit ce soir. Quelque chose a passé dans vos yeux au moment où il est apparu. Et quand vous avez lu son message, une lumière s'y est allumée. À contre-cœur, je fis oui de la tête. D'accord, je veux bien reconnaître qu'il y a eu une espèce d'étincelle quand je l'ai revu, parce qu'il m'a rappelé le bon vieux temps. Vous comprenez? Mon premier béguin. Du coup, je me suis permis un peu de gymnastique mentale. Je me suis demandé comment les choses auraient tourné si... Je m'interrompis. Si vous aviez choisi la vie avec lui plutôt qu'avec Jacob, et s'il n'est pas trop tard pour revenir sur votre choix. Oui, je suppose que ça m'a traversé l'esprit. Nous aurions pu faire notre vie ensemble. Eric se remet d'une histoire de cœur douloureuse. Un instant de silence. Il m'a dit qu'elle lui avait beaucoup appris, ajoutai-je, non sans me rendre compte au son de ma propre voix que j'étais sur la défensive. Par exemple, à contrôler son alcoolisme? Oui, mais je ne connaissais pas son problème avec l'alcool. Il doit avoir des actions chez les fabricants de bière et de bourbon. Comme la scène s'éternisait, je parlais pour masquer mon malaise et, me forçant à rire, raconter à mon hôte 2 ou 3 anecdotes piquantes sur Eric et moi quand nous étions au sortir de l'adolescence. Marley, vous avez toutes les raisons d'être heureuse. Des enfants magnifiques, une famille qui vous aime et qui prend soin de vous. Mais votre plus grand espoir d'un amour pour toute la vie ne peut se concrétiser qu'avec celui à qui vous avez dit oui devant le pasteur. Alors mon plus grand espoir est mort depuis des années, rétorquai-je avec amertume. Jacob voit notre mariage comme un mauvais investissement. Il resterait probablement mon mari,
au moins pour la forme, pour s'épargner les embêtements juridiques et garder les enfants sous le même toit. Mais il ne veut plus se battre pour nous. Il en est au stade où on dit « à quoi bon ?» Quoi qu'il se passe maintenant, il s'en accommodera. Émotionnellement, il est déjà parti, trop immergé dans son travail pour être encore présent parmi nous. Et franchement, j'aime autant ça. Jay ne répondit rien, et par bonheur, la scène changea de nouveau et me montra cette fois un champ enneigé. Je ne distinguais pas grand-chose du paysage, tant la couche était épaisse. Est-il près d'ici, ce champ? Je ne sais pas, attendez un instant. On dirait qu'une chaussure émerge de la neige. Le souffle presque coupé, j'articulai d'une voix étranglée. C'est lui, c'est Jacob. Je parcourus des yeux la scène et, sous les rafales du vent, discernai quelques arbres, une pente et le poteau d'une clôture. J'ai déjà vu cet endroit. C'est juste au-dessus du tas de neige où notre voiture a fini sa trajectoire. Jay aussitôt se redressa et gagna l'entrée où il enfila son gros manteau. Je le suivis, mais il m'enjoignit de rester près du feu, de ne pas quitter des yeux ce que me montrait la vapeur de la neige fondue. Les larmes aux yeux, je lui dis « Quand je suis tombé, je pensais avoir heurté un rocher du pied. » Mais ce devait être lui. Il essayait de monter jusqu'ici. « Je le retrouverai, » affirma Jay. « Vous ne bougez pas d'ici. » « Non, il faut que je vienne avec vous. » « Marley ?» Il me posa la main sur une épaule et je sentis une chaleur me parcourir le corps. Un courant d'énergie qui reliait le présent au passé. « Restez ici. Je ne pense pas en avoir pour longtemps. » Tremblante, tenant toujours le poêlon par son long manche, je le replaçai au-dessus du feu, tandis que Jay sortait de la maison. En quelques instants, l'eau se remit à bouillir et la vapeur m'enveloppa. Je fermai les yeux, me demandant si Jacob était encore vivant. S'il l'était, il avait besoin de secours, d'un médecin, d'une ambulance. Comment faire avec le téléphone fixe qui ne marchait pas et les portables qui ne captaient rien? Les yeux fixés devant moi, je vis de nouveau le champ et la chaussure de Jacob qui bougeait un peu dans la couverture de neige. C'était bon signe. « Relève-toi, murmurai-je. » Des phares brillèrent sur la route au-dessus, puis j'entendis le son affreux du caoutchouc, patinant sur la glace. Le conducteur tenta de garder le contrôle de son véhicule, de stopper la terrible glissade, mais la voiture heurta les arbres maigrichons sur le bord de la route, tandis que ses phares tressautaient avant de basculer en contrebas, dans le champ où gisait mon mari. L'eau, qui bouillait de plus en plus, s'évaporait devant mes yeux. Bientôt, il n'en resta plus rien, et posant le poêlon, je courus jusqu'à la porte pour promener mon regard angoissé sur l'étendue du paysage. La chute de neige était si épaisse que je ne distinguais rien, pas même la clarté des phares. Comme prise de folie, je sortis remplir de neige le Tupperware, puis revins vers la cheminée pour la verser non dans le même poêlon, mais sans même y penser dans le troisième. Était-ce une erreur? Et je tendis celui-ci au-dessus des bûches crépitantes. La masse blanche commença de fondre. « Plus vite, murmurai-je. » Quelque chose remua derrière moi. Je fis volte-face. Regret était de retour, reniflant et gémissant devant la porte du garage. Quand je me retournai vers le feu, de la vapeur s'élevait du poêlon, et sans plus penser à rien, je recommençai de scruter la brume. Y verrais-je encore quelque chose? À travers le nuage de vapeur, je cherchais à distinguer mon mari, et près de lui le vieil homme qui ferait office d'infirmier et de sauveur. Mais le champ avait disparu.